Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de Liège-Bastogne-Liège, le dernier monument du printemps, la classique ardennaise par excellence. Je suis un peu triste, on va pas se mentir, parce qu'on arrive sur la fin de cette période des classiques du printemps, qui nous a réservé d'abord une première partie sur les Flandriennes un peu mitigée, où on a eu des belles courses, mais des chutes et puis un peu de manque de suspense. Et puis là, on a eu une dernière semaine là sur les Ardennaises, qui notamment normalement sont un peu plus chiantes, on va pas se mentir, que les Flandriennes. Mais là, ça a été un peu le contraire. On a eu beaucoup de suspense. On a une course formidable sur la Flèche Wallonne, notamment ce mercredi, dont je vous ai parlé dans un épisode spécial. Bref, c'était super. Mais donc, on arrive à la dernière course de ce printemps des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Donc, déjà le quatrième monument de la saison, et peut-être le troisième pour Mathieu Van Der Poel. On va en reparler par la suite. Donc, on va présenter très rapidement Liège-Bastogne-Liège. Donc Liège-Bastogne-Liège, c'est une course qui porte bien son nom, puisqu'on part de Liège, on va à Bastogne, puis on revient à Liège. Tout ça, ça fait à peu près 260 km, 4400 mètres de D+. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire 4400 mètres de D+, mais c'est l'équivalent en fait d'une grosse étape de montagne du Giro, par exemple. On tape les 4000, 5000 mètres de D+. Donc, autant dire que ça n'arrête pas de monter et de descendre. Et ça pendant 260 km. Bref, c'est très dur. 6 heures de course très intense. En termes de parcours, c'est globalement un parcours assez similaire aux années précédentes. Je vais pas vous le détailler très fortement, mais à chaque fois c'est la même chose. On a un enchaînement de côtes sur la fin, là sur le retour depuis Bastogne. Quand on revient vers Liège, on a un enchaînement de côtes qui est assez dévastateur. Donc ça commence par la côte de Stokke, côte de Wanne, côte de la Haute-Levée, Haute-Levée, pardon, etc. Puis après on arrive dans les choses qui sont un peu plus déterminantes pour le final, parce qu'en général ça se joue pas vraiment dans ces premières côtes, c'est des premières attaques, mais ensuite, on arrive dans le col du Rosier. Donc, le col du Rosier, c'est une côte qui est assez longue quand même, puisqu'elle fait plus de 4 km à 5% de moyenne. Donc, ça permet quelques anticipations. C'est environ 60 bornes de l'arrivée. Une côte de Daigné, qui est pas très connue, qui remplace l'ancien col du Maquisard par lequel on passait, si je dis pas de bêtises. 2 km à 6%, c'est pas le plus dur. Mais on arrive ensuite dans un enchaînement très compliqué, qui est le fameux de la Redoute, en Côte des Forges et puis Roche-au-Faucon, tout simplement. Donc la côte de la Redoute, si vous voyez, c'est la côte qui est très pentue sur sa partie finale. En fait, globalement, ça fait 1,5 km à 9% de moyenne, mais on a vraiment la dernière partie, je sais pas, les 600-700 derniers mètres qui sont à peu près 15% de moyenne. Bref, c'est très dur. C'est là qu'a attaqué les dernières années Remco Evenepoel. On va en reparler un petit peu après. Et puis c'est la route où normalement il y écrit fil, 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 fil tout du long par les films de Philippe Gilbert, évidemment. Toujours des superbes images, la côte de la Redoute. Donc très dur, environ 35 km de l'arrivée. Ensuite, on a la côte de Cornémont qui suit, qui est un peu après, donc c'est sur un faux plat, et puis ensuite ça monte un peu aussi, mais c'est juste après la Redoute, donc ça fait très mal. Ensuite, on arrive dans la côte des Forges, donc c'est un peu l'entre-deux entre la côte de la Redoute et la côte de la Roche-au-Faucon. Donc c'est 1,5 km à 7%, c'est un peu moins dur, mais ça fait quand même mal aux pattes. Et puis après, on arrive donc dans la dernière côte du parcours, qui est située à 15 km de l'arrivée, à peu près 13-15. Oui, parce qu'en fait, avant, on finissait sur un parcours qui montait. Et là, cette fois-ci, depuis plusieurs années, c'est un parcours qui est un peu plus plat sur les derniers kilomètres dans l'arrivée dans Liège. Et en fait, ça permet à des courses de se lancer un peu plus tôt. Donc, c'est pas trop mal. Et donc, la dernière côte qui est environ à 13-15 bornes de l'arrivée, la Roche au Faucon, qui est en deux parties en fait. On a une première partie très dure, 1 km à 10% de moyenne environ. Ça peut monter jusqu'à 15. Et ensuite, on a un relais replat. Et puis après, c'est un faux plat montant qui est dur. Mais en fait, quand vous enchaînez tous ces trucs-là, vraiment, c'est infernal. Et puis après, on descend sur Liège pour l'arrivée. Euh, donc tout ça en 260 km. C'est dur. Et en général, sur les dernières années, les deux victoires de Remco Evenepoel, il avait attaqué dans la côte de la Redoute. Est-ce qu'on aura le même scénario cette année? C'est pas sûr. Donc je disais les deux victoires d'Evenepoel. L'an dernier, c'était devant Pitcock, Buitrago et Benili, qui étaient le plus fort derrière Remco Evenepoel. Il leur avait quand même mis une minute dans la tête. L'année d'avant, il avait fini Remco tout seul devant Quinten Hermans et Wout van Aert au sprint. Donc ça, c'était un petit triplé belge. Pareil, 48 secondes d'avance à l'époque. Et puis après, on parle de l'année 2021 quand même avec la victoire de Pogacar, parce que c'est important. Pogacar y était. Euh, Au sprint, il avait gagné malheureusement devant Julien et David Gaudu. Et c'est un groupe où il y avait encore Alejandro Valverde et Michael Woods.
Et puis en 2020, on va pas trop en parler parce que c'est tabou. En revanche, on avait, on a vu un Pogacar, pardon, qui était sur le podium et Van Der Poel qui n'était pas dans le bon groupe. C'est la seule année où Van Der Poel a participé. Il était dans le groupe des battus qui a fini à 14 secondes des premiers. Si on regarde en termes de météo, ce qui va se passer, puisqu'on a vu que c'était un élément qui était déterminant sur l'Amstel Gold Race, surtout sur la Flèche Wallonne, pardon, aussi un petit peu sur l'Amstel, il faisait pas très beau. Là, il devrait pleuvoir samedi, faire froid. Dimanche, a priori, pour l'instant, on est épargné par la pluie, mais il fera froid, pas plus de 7-9 degrés à peu près, avec du vent moyen, pas trop fort, mais un peu de vent quand même. Donc ça sera à prendre en compte. Donc des conditions assez froides, peut-être des petits orages qui vont éclater, peut-être des grêles, je ne sais pas. On verra, mais donc il faut s'attendre à des conditions qui sont assez difficiles pour les coureurs. Probablement pas autant que sur la flèche, et donc il y aura aussi la question à se poser, est-ce que les coureurs qui ont couru la flèche seront en capacité de répondre sur Liège-Bastogne-Liège, puisque peut-être que certains seront tombés malades. Ça sera un des grands enjeux de cette course-ci. Donc voilà, je pense qu'on a parlé assez rapidement du parcours de la météo. On va bientôt pouvoir passer aux favoris. Donc pour cette partie des favoris, je vous rappelle le principe. On va sur Winamax, on regarde les cotes des coureurs, donc des favoris selon les bookmakers. Et comme ça nous permet de parcourir la start list, de voir les différents coureurs qui sont au départ, et d'imaginer un peu les différentes stratégies d'équipe de chacune des teams qui seront présentes dans cette édition de Liège-Bastogne-Liège. C'est pas une incitation à pareil, faites ce que vous voulez, surtout si vous êtes majeur. Donc le premier favori, il est coté à 1,55 et c'est Tadej Pogacar. Je sais pas quoi dire. 1,55, c'est tellement faible. Ça veut dire que Pogacar est archi favori. Non, mais en fait, on est quasiment sûr qu'il va gagner. C'est ça qui est fou. 1,55, ça veut dire qu'il a plus d'une chance sur deux de gagner d'après les bookmakers. Donc on rappelle Tadej Pogacar qui arrive sur Liège-Bastogne-Liège après avoir chuté l'an dernier et une fracture de la main qui l'avait un peu empêché sur sa préparation pour le Tour de France. Cette fois-ci, il revient plus fort que jamais, Tadej Pogacar, avec quand même dans l'esprit de faire le Giro après. Donc on ira plutôt sur une forme ascendante. Après, on sait qu'avec Tadej Pogacar, c'est un peu désuet de parler de forme, puisqu'il est toujours en forme. Mais bon, il doit se préserver, et il s'est préservé un peu avant sur les classiques. Contrairement aux années précédentes, il n'est pas allé faire les Flandriennes, dans le but de préparer le Giro qui commencera donc le tout début mai, dans 2 semaines à peu près. Et donc, il revient sur Liège-Bastogne-Liège en espérant la regagner, puisqu'il l'avait déjà gagnée en 2021. 2022, il n'avait pas participé, et puis 2023, cette chute qui nous avait privé plutôt d'un super combat avec Remco Evenepoel. Cette année, c'est Remco Evenepoel qui n'est pas là. Mais donc, pour rappel, Pogacar, il sort d'un Tour de Catalogne il y a un mois qu'il avait écrasé, tout simplement. Il avait gagné 4 étapes sur 7, premier de tous les classements. Donc, déjà très en forme, et on s'est dit, il va aller couper pour aller faire autre chose et revenir. Euh, il a déjà participé en 2021, je disais, il a été où il a gagné. Il a aussi fait troisième en 2020, dans l'année maudite dont on ne parlera pas. Et puis en 2019, il a fait 18e, mais bon, 2019, il était encore très jeune, le Tadej, il avait 20 ans, donc on peut pas trop. C'est un peu quelque chose de difficile à comparer. Mais donc globalement, c'est une course qui lui convient super bien, aucun problème. C'est une course de toute façon qui est ouverte à quelques profils seulement, aux grimpeurs et aux punchers très endurants. Globalement, c'est pas comme une Flandrienne ou une Amstel, ce genre de course qui peut être ouvert à pas mal de profils. Là, c'est vraiment grimpeur ou puncher ou rien, quoi, clairement. Et donc, évidemment, ça lui convient bien. Et évidemment, il a une super équipe autour de lui. Donc, on a vu que la UAE a fait un peu nimp sur la Flèche Wallonne. Mais bon, c'était les conditions météo qui ont aussi pas aidé. Mais ouais, donc la UAE qui a une grosse équipe, là, en tant qu'équipier, il a Domen Novak, Stuart Bax, Finn Fisher Black. Donc tout ça, c'est des gros équipiers qui vont rouler, qui vont pas se poser de questions. Et après, on a des lieutenants. Jean Almeida. Jean Almeida qui a fait le 38e de l'Amstel, qui a pas fini la Flèche Wallonne, puisqu'aucun coureur UAE n'a fini la Flèche Wallonne. Sur Liège, il a jamais performé. On sait que c'est un coureur endurant, qui a pas trop de peine. Je sais pas trop ce qu'il peut donner, João Almeida, pardon, c'est difficile à dire. Sur cette course-ci, en revanche, il y en a, on sait ce que ça vaut. Tout d'abord, il y a Diego Ulissi. C'est une course qui lui convient bien. Il a participé plein de fois. Il a jamais vraiment été leader, donc pas de bons résultats, mais
À coup sûr, ça sera un équipier très solide. Il a participé une dizaine de fois en fait à Liège-Bastogne-Liège, Diego Ulissi, donc très expérimenté, très utile. Et puis on a Marc Hirschi qui fait deuxième de l'Amstel, qui s'est monté très fort. Et puis après, il y a eu la Flèche Wallonne, où pareil, abandon, donc difficile de connaître son état de forme. Il a fait la Flèche, donc peut-être malade, on sait pas trop. En tout cas, il a abandonné parce qu'il était pas bon, pas bien, pardon. J'espère pour lui qu'il aura récupéré, mais Marc Hirschi, sur ses 4 dernières participations à la Flèche, c'est 4 top 10, dont une deuxième place en 2020. Sinon, c'est 6, 9 et 10e. Donc, à n'en pas douter, ça sera le lieutenant numéro 1 de Tadej Pogacar. Est-ce qu'on va l'envoyer à l'avant pour le faire travailler? Je ne pense pas. Hein, je pense que très clairement, on aura un train UAE, et puis à un moment, Pogacar va attaquer. Il va déposer tout le monde, et puis Hirschi se battra pour avoir un accessit derrière, je pense. Mais ça m'étonnerait qu'on envoie Hirschi à l'avant pour une stratégie quelconque. Vraiment, la stratégie de la UAE, pardon, elle est très connue, c'est on fait rouler un gros train, puis à un moment, Pogacar attaque, et personne ne peut le suivre. Personne ne peut le suivre, c'est à peu près mon avis sur cette course-là, et c'est pour ça qu'il est coté à 1,55 par les bookmakers. Ensuite, on a un outsider, qui est Mathieu Van Der Poel, et c'est marrant de dire outsider quand on voit le point auquel il a écrasé les dernières courses auxquelles il a participé, sauf l'Amstel. Donc Mathieu Van Der Poel qui aura une belle équipe. On a des gars comme Quinten Hermans qui sera là, Soren Kragh Andersen, Axel Laurence qui est très fort ces derniers temps. Quinten Hermans, il s'est pas trop exprimé sur la Flèche Wallonne, on l'a pas vraiment vu alors qu'il était là, on l'a vu un moment un peu sortir de route, etc., faire du cyclocross, mais Quinten Hermans, il a fait deuxième de la Liège-Bastogne-Liège en 2022, derrière Evenepoel et devant Van Aert au sprint. Et c'est évidemment le parcours qui lui convient le mieux, je pense, dans ces classiques printanières. Donc ça sera un très gros équipier pour Mathieu Van Der Poel. Je voudrais aussi qu'on parle de Søren Kragh Andersen. Søren Kragh Andersen qu'on a vu monstrueux sur la Flèche. Bon, il s'est fait reprendre parce que il est parti à 60 bornes de l'arrivée tout seul, ce qui est bien normal, mais il a longtemps fait peur à tout le monde. On s'est dit, mais est-ce qu'il va tenir devant comme ça? C'est pas un grand spécialiste pardon, de Liège, Søren Kragh Andersen, mais à n'en pas douter, c'est un équipier très utile sur cette course-là. Donc vraiment, Quinten Hermans en lieutenant, Kragh Andersen, Axel Laurence en mec un peu en dessous, et puis Van Der Poel en leader. Et on en arrive donc à la question de Mathieu Van Der Poel, qui a écrasé les Flandriennes et qu'on a vu bizarre sur l'Amstel. Et je dis bizarre parce qu'on savait pas s'il était pas fort. Lui, il a dit à Thief Benoît qu'il était pas, il avait pas des bonnes jambes. Pourtant, on l'a jamais vu vraiment lâcher la pédale. C'est juste qu'il a pas suivi les coups. Il s'est contenté de rester derrière alors que son équipe avait roulé avant. Bref, stratégie vraiment très bizarre parce que si tu veux te reposer, bah tu participes pas. Mais là, tu décides pas de te reposer en plein milieu de la course. Donc, je pense qu'il n'avait pas des très bonnes jambes. C'est quand même plutôt mon analyse. On verra comment ça sera pour ce dimanche sur Liège-Bastogne-Liège. Il avait déjà fait 6e en 2020. Donc, c'était l'année dont on a parlé précédemment, où il était dans le groupe des battus. Il a fini à quelques secondes des premiers. C'est intéressant de se poser la question du profil. Il y a 4400 mètres de dénivelé positif, comme je le disais précédemment. Et Mathieu Van Der Poel, aussi fort qu'il soit, c'est pas non plus un grimpeur et on l'a jamais vu briller, pardon, sur les courses avec beaucoup de dénivelé. Surtout face à un Tadej Pogacar, j'ai un peu du mal à penser qu'il pourra le suivre. Je pense que Van Der Poel est dans la meilleure année de sa vie. Quand on voit par exemple qu'il se faisait lâcher par Pogacar dans le Vieux Grammont l'an dernier, Pogacar est probablement aussi fort que l'an dernier, je pense, à peu près à ce stade-ci de la saison. Mais Van Der Poel est plus fort. En revanche, c'est encore un nouveau type de profil. C'est pas le Tour des Flandres qui est parfait pour Mathieu Van Der Poel, mais c'est une course qui est parfaite pour Tadej Pogacar. Donc je pense que l'ami Van Der Poel va avoir un peu du mal à suivre Pogacar dans les attaques. Donc est-ce qu'il va falloir trouver une nouvelle stratégie pour la Alpecin? C'est pas évident parce que c'est on attend quand même une attaque assez tôt de Tadej Pogacar. Il pourrait très bien attendre la Roche au Faucon ou plutôt je pense attaquer dans comme Remco Evenepoel tout simplement en fait dans la côte de la Redoute à 35 bornes de l'arrivée, mais ça m'étonnerait pas qu'il attaque plus tôt. Donc on verra si Tadej Pogacar est capable d'attendre jusqu'à la Redoute. S'il attend jusqu'à la Redoute, Van Der Poel a probablement intérêt à l'attaquer plus tôt et pas forcément en montée parce que en montée, vu le profil des côtes, ça sera difficile de lâcher Tadej Pogacar.
Donc ça sera très intéressant de suivre la stratégie de la Alpecin de Koenig pour essayer de contrecarrer les plans des UAE et de Pogacar. Je pense qu'il y a quand même un leader unique, Van der Poel. On verra comment Quinten Hermens et Co pourront l'aider. Mais première course de l'année où Van der Poel n'a pas la pancarte. Ça sera très intéressant de voir comment il va courir. J'espère qu'il va nous offrir de la belle tactique et qu'on aura un combat entre Pogacar et puis Van der Poel. Même si on voit que d'après les bookmakers, Van der Poel côté à 9, ça montre quand même qu'on fait très confiance à Tadej Pogacar. Probablement qu'il y a aussi un peu d'incertitude liée à la condition physique de Mathieu Van der Poel. C'est pour ça qu'il est coté à 9 et pas à 5, par exemple. Donc, la première chose à voir dimanche, c'est est-ce que Van der Poel est dans une bonne forme? Et s'il l'est, comment est-ce qu'il va courir pour s'adapter à ce profil qui est pas vraiment celui qui lui convient le mieux? Et surtout, comment il va courir pour s'adapter à un mec qui est un extraterrestre comme Tadej Pogacar? Donc ça, c'était la question pour Mathieu Van der Poel. Et ensuite, on a tout un gros groupe d'outsiders. Enfin non, même pas d'outsiders, en fait, c'est juste un grand flou derrière, parce que vous allez voir, les coureurs dont on va parler, ceux qui sont cotés en fait juste après, c'est des coureurs qui ont fait la Flèche Wallonne. Et beaucoup de coureurs qui ont fait la Flèche Wallonne ont abandonné aussi. Donc, difficile de connaître leur état, et même pour ceux qui ont fini, en fait, quand vous voyez les visages de Valentin Madoise, de Benoît Cosnefroy à la fin de la Flèche Wallonne, c'est clair qu'ils ont été marqués dans leur corps. J'ai vu que Maxime Van Gils a dit qu'il avait déjà des bonnes jambes, 2-3 jours après la Flèche Wallonne, là. Il a dit c'est bon, j'ai retrouvé mes bonnes jambes, etc. J'ai bien récupéré. Donc tant mieux pour Maxime Van Gils, mais je suis pas certain que ce soit le cas de tout le monde. Et donc les coureurs suivants, c'est un peu quand même le grand flou. Et donc on commence avec tout simplement le vainqueur de la Flèche, Stephen Williams, qui est coté à 15. Donc pour l'équipe Israël, on aura plusieurs leaders, encore une fois, comme sur la course précédente, en la personne de Dylan Teuns et de Stephen Williams. On voit que les bookmakers privilégient la piste Stephen Williams. C'est aussi lié au fait que Dylan Teuns a abandonné très tôt sur la Flèche Wallonne. Pourtant, je pense que c'est un profil qui lui convient mieux, Dylan Teuns, Liège-Bastogne-Liège, que la Flèche, même s'il a déjà gagné la Flèche. On se rappelle que Stephen Williams l'a gagné cette année, Teuns c'était il y a 2 ans. Et Dylan Teuns, je pense, est quand même plus adapté à Liège-Bastogne-Liège que Stephen Williams. Si on regarde sur les dernières années, Stephen Williams, même si on sait qu'il est très en forme, il n'a jamais participé à Liège-Bastogne-Liège. Et on l'a jamais vraiment vu briller sur des monuments ou des courses vraiment très très longues. J'ai peur que ça fasse un peu long les 260 bornes et tout le dénivelé positif pour Stephen Williams. Sur l'Amstel, on l'a vu disparaître alors qu'il semblait fort. Sur la Flèche Brabançonne, pareil. J'ai peur que ça soit un peu dur pour lui. Pourtant, la Flèche Wallonne a été très usante, mais c'était vraiment un contexte particulier avec cette pluie. Moi, j'espère que Stephen Williams va performer, mais j'ai un peu peur pour lui quand même. Et donc, il faut vraiment pas négliger la carte de Dylan Teuns, s'il est bien remis de son état physique de la Flèche, évidemment. Et puis Dylan Teuns, il a fait 2 fois top 10 quand même sur Liège-Bastogne-Liège, 6e en 2022. Il semble dans une très bonne forme, donc ça sera intéressant. Moi, je mets à peu près les deux au même niveau, contrairement aux bookmakers, puisque les bookmakers ils mettent Dylan Teuns à 40 contre 15 pour Stephen Williams. Ce sera intéressant de voir quelle stratégie sera adoptée par l'Israël. D'ailleurs, Israël, je voudrais noter quelque chose, c'est qu'ils sont en train de revenir sur le devant de la scène. Ils ont eu quelques années un peu passage à vide, où ils avaient des vieux coureurs, des coureurs pas très en forme, mais là, avec Teuns et Williams, on a vraiment deux très beaux coureurs. On a vu aussi Blackmore qui est en train de monter, qui sera pas présent cette fois-ci, mais ils ont une belle équipe, Israël, et donc un double leadership, je pense, Dylan Teuns, Stephen Williams. C'est probablement leur état de forme au cours de la course qui déterminera qui sera le vrai leader. Mais moi, j'écarterai pas la piste Dylan Teuns en tout cas. Autre favori qui est aussi coté à 15, c'est Tom Pidcock pour la Ineos. Donc Tom Pidcock, on rappelle, qui a abandonné la Flèche Wallonne après avoir gagné l'Amstel Gold Race, avoir fait un beau Paris-Roubaix. Donc Tom Pidcock très en forme, à ne pas douter. Mais Tom Pidcock qui a pas supporté la pluie, marrant de sa part alors que c'est un Anglais. Sur Liège-Bastogne-Liège, c'est un profil qui lui convient aussi, je pense. Il a fait deuxième l'an dernier, c'était pas pour rien. C'était le plus fort derrière Remco. Et peut-être que cette année, ça sera le plus fort derrière Tadej Pogacar. Ça dépendra de l'état de forme de Mathieu Van Der Poel. Je ne le vois pas du tout rivaliser avec
Tadej Pogačar, je le vois bien rivaliser en revanche peut-être avec Mathieu Van Der Poel, puisque c'est un profil qui lui convient bien. Et surtout, il a une très belle équipe. Autour de lui, on a des bons équipiers, donc Lorenz de plus, Omar Fraile, Brandon Rivera, Ethan Hayter qui sera là aussi plutôt en tant qu'équipier. Et puis on aura Michel Kwiatkowski, qui est toujours très utile sur ces courses-là, sur les monuments. Kwiatkowski, quand même, il a fait 2 fois troisième de Liège-Bastogne-Liège. Et ce qui est fou, c'est que c'était en 2014 et en 2017. Donc c'était il y a une éternité, c'était sur l'ancien parcours. Depuis, il n'a pas trop performé. 10e et 11e en 2020 et 2021, mais après c'était un peu fini, donc ça sera un équipier à n'en pas douter. En revanche, il y a un autre coureur dont je suis assez curieux de voir le rôle, c'est Egan Bernal. Donc Egan Bernal, son programme de course annonce le Tour de Romandie après, mais pas trop d'objectifs. On ne sait pas encore quel grand tour il va faire. A priori, il est inscrit sur la Vuelta, mais on ne sait pas trop ce qu'il fera après le Tour de Romandie. Et je pense qu'il va arriver en forme sur Liège-Bastogne-Liège. Il a coupé après le Tour de Catalogne, où s'était illustré en prenant la troisième place du général, donc il revient à un bon niveau. C'est clairement un profil qui pourrait lui convenir Liège-Bastogne-Liège. Le petit défaut, c'est qu'il n'y a jamais participé. Donc il va manquer d'expérience. Est-ce qu'il est encore un peu trop tendre après après sa chute, pardon? On sait qu'il est en train de se remettre, il est en train de revenir à un bon niveau. Mais là, c'est quand même 260 bornes. En tout cas, ça sera un vrai sujet de curiosité, la forme d'Egan Bernal. Et puis le leader, évidemment, ce sera bien évidemment Tom Pidcock, qui est coté à 15. Ensuite, le cinquième favori, donc, qui est coté à 20, c'est Mathias Kelmose Jensen, donc le Danois de la Lidl Trek. La Lidl Trek qui aura encore une belle équipe sur c'est Liège-Bastogne-Liège, pardon. On aura donc Bauke Mollema, Julien Bernard, tout ça c'est des beaux coureurs. Sam Oomen, Patrick Conrad, Tom Skynes, Andrea Baggioli, beaucoup de très beaux coureurs. Le leader, ça sera évidemment Skelmose, sauf s'il n'est pas en état. Parce qu'on l'a vu finir la Flèche Wallonne dans un état terrible, Mathias Skelmose. Je ne sais pas si vous avez vu les images, quand il est descendu de son vélo, il était plus capable de tenir debout. C'est deux soigneurs qui l'ont porté sur leurs épaules pour l'emmener dans la voiture. Le gars était tellement frigorifié. Moi, je trouve que c'est fou d'arriver à avoir une force mentale et se mettre dans des états pareils juste pour du vélo. En tout cas, il semblait très touché, Skelmose. Bon, c'est peut-être juste un coup de froid, mais j'espère qu'il n'aura pas de conséquences sur sa forme. Parce qu'il a une belle équipe, je le disais. Mollema, Mollema qu'on a vu un peu sur la flèche, mais qui a pas bien fini. Mais Mollema, il a quand même fait 3 top 10 sur la Liège-Bastogne-Liège. C'est un coureur d'expérience. Il pourra donner des très bons conseils. Jolie, ça aurait été un bon coureur, mais il n'est pas en forme très clairement en ce moment, donc ça sera un peu compliqué de compter sur lui. Et puis Tom Skynes, on l'a vu faire 12e de la Flèche Wallonne. Il a été le leader du coup, vu que Skelmose avait abandonné. Tom Peacock, pardon, Tom Skynes, il n'est pas exactement dans la forme qu'il était pendant les Flandriennes, mais ça sera un bon équipier à n'en pas douter. Et puis Skelmose, quand même, en dehors de son abandon sur la Flèche Wallonne, sur l'Amstel, on l'a pas trop vu puisqu'il était collé dans la roue de Van Der Poel et donc eh ben, il s'est fait avoir. Mais il a fait 9e l'an dernier. En 2023, il a fait 9e, Mathias Skelmose. Je pense qu'on est encore sur un bon candidat pour un top 10. Mais j'ai un peu du mal à le voir faire mieux qu'un top 5 à la rigueur. Mais de là à gagner, je le vois pas aussi fort que le duo de l'Israël, par exemple. Je le vois pas aussi fort que Pitcock. Enfin, j'ai surtout peur après ce qui s'est passé, les images qu'on a vues de lui sur la Flèche Wallonne. Donc, petite incertitude. En revanche, il y a un peu moins d'incertitude, c'est autour de Maxime Van Gils, puisqu'il a dit lui-même qu'il avait des bonnes jambes. Donc, lui, c'est le seul mec de la Flèche Wallonne sur lequel on a des retours et on sait qu'il est en forme et que ça l'a pas trop affecté. Donc le coureur de la Lotto Destiny qui est donc coté à 25 par les bookmakers. Grosse carte. Puis on aura encore un gros duo avec Andreas Kron. Van Gils, il a fait troisième de la Flèche Wallonne. On l'a vu attaquer dans le groupe qui est sorti à un tour de l'arrivée avec Stephen Williams, avec Kevin Vauquelin, etc. Très en forme, il marche sur l'eau, c'est sa meilleure saison. L'an dernier, il a fait 11e et là, cette année, il est meilleur. Donc je pense qu'il va tout simplement améliorer son résultat. Voilà, sans prendre trop de risques, évidemment, je dis ça. Et puis après, on a aussi Andreas Kron. Andreas Kron qu'on a vu pas trop mal, il est en train de remonter un peu. Ça sera un bon équipier pour l'Auto Destiny. Et après, on a d'autres coureurs, peut-être pour des échappées plutôt, des Mathis Paskens, Sylvain Moniquet, ça c'est des gars qu'on a l'habitude de voir dans les échappées, donc peut-être que Van Gils sera un peu seul dans le final, à part avec Andreas Kron, mais je pense qu'ils auront des coureurs dans l'échappée.
Et ça pourra peut-être servir à Van Gils par la suite, surtout si la course se déclenche très tôt avec Tadej Pogacar. Donc il est coté à 25, Van Gils, mais moi par exemple, je pense qu'il est aussi favori que Stephen Williams, que Dylan Teuns et que Pidcock. Coté à 25, ensuite, on a Santiago Buitrago. Désolé pour l'accent horrible. Donc pour la Bahreïn, Santiago Buitrago, c'est une course qui lui convient évidemment. Il a une belle équipe aussi, puisqu'on a aussi des coureurs qui reviennent par exemple du Tour des Alpes, Wout Poels, Antonio Tiberi, qui s'y sont montrés à leur avantage. Wout Poels, on sait qu'il a déjà gagné Liège-Bastogne-Liège en 2016. Là, je pense qu'il sera pas vraiment leader. Je pense que ça sera plutôt pour Buitrago, mais ce sera un électron libre. Parce que sur ces dernières années, c'était quand même un peu moins fort, Wout Poels, que quand il avait gagné à l'époque. Rio Bilbao, on l'a vu 9e de l'Amstel, il était un peu dans la difficulté, il était dans le groupe débattu là, avec Madouas, avec Paché, etc. Sur la Flèche Wallonne, il a abandonné, probablement en conditions météo aussi, donc je pense qu'il faut pas trop en attendre de Pello Bilbao, peut-être pour un top 15, peut-être pour épauler pardon, Buitrago, parce que je pense que Buitrago sera le leader. Tiberi, il a fait 3e du Tour des Alpes, là, qui vient de se finir. Est-ce qu'il aura assez de fraîcheur pour Liège-Bastogne-Liège? C'est pas sûr. Surtout qu'il est encore jeune, Tiberi, il a jamais fait Liège. C'est peut-être un peu plus long pour lui, donc je pense que ce sera plutôt un équipier. Et donc le leader, a priori, ça devrait être Buitrago. Donc Buitrago qui était sur la flèche, qui est sorti dans le bon groupe, à un tour de l'arrivée, là, le groupe des très forts, qui a fait 5e malgré tout. Donc ça dénote une belle forme pour la Buitré. Et surtout Santiago Buitrago, il a fait 3e l'an dernier, tout simplement. Donc il a déjà montré que ce parcours lui convenait, qu'il était très fort. Et je pense qu'il sera très fort cette année aussi. Donc en lice pour un top 5 à mon avis. Et donc il est coté à 25 par les bookmakers. Ensuite, coté à 30, on a Kevin Vauquelin. Donc premier français coté à 30. Équipe assez faible quand même, la Arkea. On les a vus pas trop mal sur la flèche parce que on avait des coureurs français qui avaient pas trop peur de la pluie. On a vu Champoussin à l'aise. Là, ça sera un peu plus difficile. Je pense qu'il faudrait plutôt mettre des coureurs dans l'échappée pour la Arkea. Et donc Vauquelin, première participation à Liège-Bastogne-Liège, encore très jeune. On a vu très fort sur la Flèche Wallonne, à deux doigts de venir reprendre sur la ligne Stephen Williams. Donc ça fait bien vibrer Kevin Vauquelin. J'ai peur que ça soit un peu long pour lui, 260 km quand même, même si c'est un effort qui lui correspond bien. Donc j'ai pas grand-chose de plus à dire sur Vauquelin. Très en forme, mais est-ce qu'il sera capable de tenir une course aussi longue? On a vu que sur l'Amstel, il était un peu court, dans le groupe des Français débattus là, parce que l'Amstel c'est plus long que la Flèche. Et on verra s'il est capable de tenir la longueur sur Liège-Bastogne-Liège, mais ce sera un cours à surveiller pour les Français. Ensuite, côté à 40, on a Alexei Loutsenko. Alexei Loutsenko, la Astana, on les a pas trop vus ces derniers temps, mais il vient de gagner le Giro des Abruzzes. Ouh là là, je dis n'importe quoi, le Giro des Abruzzes, je sais pas comment on dit. Devant, au nez à la barbe, pardon, des UAE. Donc les UAE, on avait Sivakov, Yates et Ulissi. Et ben, il était plus fort que les trois. Il a gagné le Tour des Abruzzes, donc il est très en forme, l'ami Loutsenko. C'est un profil qui lui convient. Le seul problème, c'est qu'il a jamais performé sur Liège pour l'instant. Je pense que c'est la première année où il peut performer. J'attendrai pas mieux de lui qu'un top 10. Mais clairement, ça sera le leader de la Astana. Avec lui, on n'a pas n'importe qui non plus quand même. On a Fortunato, Battistella, Scaroni, Velasco. Tout ça, c'est des coureurs à qui ce profil pourrait convenir, pardon. Mais je les vois pas performer non plus. Donc envoyez-en dans les échappées, parmi tous ces gars-là. Parce que je pense pas qu'ils pourront accompagner pardon, Alexei Lutsenko très très loin. Peut-être Fortunato et encore, il est aussi jeune, il n'a pas beaucoup participé à Liège-Bastogne-Liège. Velasco à la rigueur qui pourra l'accompagner un peu loin, mais donc il risque d'être essolé assez vite quand même, Alexei Lutsenko. Et moi je le vois bien résister, faire peut-être un fond de top 10 ou un début de top 15. C'est pour ça qu'il est coté à 40 aussi, hein. 40, on commence à arriver dans les cotes assez élevées. Coté à 40, on a aussi Ben Illy. Donc Ben Illy, on se rappelle de sa saison des classiques l'an dernier. Il s'était révélé notamment sur Liège et sur l'Amstel. Il est à la tête d'une très belle équipe IF, avec Richard Carapaz, Mikel Honoré notamment. Donc Honoré, on l'a pas vu
très fort. On l'a vu un peu sur l'Amstel un moment, mais il a claqué. Et ensuite, ils ont roulé pour Vandenberg et ça n'a pas marché. Sur la Flèche Wallonne, il a abandonné. Mais c'est un profil qui lui correspond pas mal, donc ce sera un bon équipier. Ensuite, il y a la question Carapace. Carapace, déjà 30 ans, mais Carapace qui a déjà brillé par le passé sur Liège. C'était en 2021, il y a un moment, il était sorti en échappée devant, là, tout seul, il paraissait fort. Et il est apparu aussi fort sur la Flèche Wallonne, même s'il finit 13e, donc il a un peu buté dans le dernier mur, pardon. Mais il était sorti avec les plus forts dans la montée à un tour de l'arrivée. Donc je pense que Richard Carapace sera une bonne carte. C'est un vrai grimpeur qui peut fonctionner sur Liège-Bastogne-Liège et ça sera une belle carte pour l'IF. Même si le leader sera quand même probablement Benili. Alors Benili, on a un peu du mal à le voir performer sur cette saison-ci. Sur l'Amstel et la Flèche, il n'était pas dans les montants. Benili, il a attaqué un peu n'importe comment. Je pense que Liège lui convient tout de même mieux que les autres courses. Il a fait quatrième l'an dernier. Est-ce qu'il est... Il est probablement quand même un peu moins fort que l'an dernier, malheureusement pour lui, Benili. Mais c'est un profil qui lui convient très bien. Donc moi, je verrais bien un top 10. Et puis, ça sera intéressant de voir quelle sera la stratégie de l'AIF. Un double leadership avec Benili, Carapaz. euh, c'est une des équipes les plus fortes sur le papier. Après, dépendra vraiment des états de forme de leurs deux leaders, Benili, Carapaz, qui, je le rappelle, ont aussi fait la Flèche Wallonne, donc sont potentiellement un petit peu malades, on verra. Enfin bref, Benili côté à 40 et Richard Carapaz côté à 50. Ça reflète assez bien le fait que ce soit des outsiders, enfin des outsiders pas au même rang que Van Der Poel, mais quand même des outsiders, et qu'on ne sait pas trop qui sera le leader entre les deux. Donc ça sera un élément de course qui sera très intéressant à regarder. Côté à 40, on a Dylan Tuns, dont on a déjà parlé précédemment, Mark Hirschi, dont on a déjà parlé précédemment aussi. Donc Dylan Tuns, ce sera le double leadership avec Williams, Hirschi, dernier équipier pour Pogacar, et puis ensuite débrouille-toi pour faire une place d'honneur derrière Poggi. Et puis côté à 40, on a aussi Tish Benoot. Tish Benoot qui sera le leader de la Visma Is The Bike, qui a pas une très grosse équipe d'Annie Lignier. Les leaders, ce sera Benoot, peut-être Attila Valter, mais il y a Ben Tolet qui est aligné aussi, mais Ben Tolet un peu trop jeune encore. Puis Attila Valter, on l'a pas vu courir depuis le Tour de Catalogne, donc là il est en train de revenir en préparation pour le Giro. Il courra. On connaîtra pas trop son état de forme. On sait que c'est un coureur qui grimpe très bien. Euh, je miserais quand même pas trop sur lui pour Liège-Bastogne-Liège. Il a jamais vraiment bien fait cette course-là. Ce sera un peu peut-être trop tôt pour lui. Et je pense qu'il a un vrai pic de forme sur le Giro, donc une belle course de préparation. Et puis Tish Benoot, c'est aussi une interrogation parce qu'on sait qu'il est très fort en ces temps-ci. Bon, sur la flèche, il n'a pas été capable d'être le meilleur dans le mur de 8, mais en même temps, c'est pas vraiment l'effort qui lui convient le mieux. Il est sur une fin de pic de forme très clairement, mais il a déjà fait 3 fois le top 10 de la Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est un concurrent assez sérieux sur le top 10. Mais il y a un élément perturbateur, c'est qu'il a été papa dans la nuit juste avant la Flèche Wallonne. Est-ce qu'il aura vraiment la tête Liège-Bastogne-Liège cette année? C'est une autre chose qui est un peu incertaine. Donc côté à seulement à 40, malgré sa forme, Tish Benoot. On a vu que sur l'Amstel, c'était le plus fort avec Pidcock, mais là, il y a plusieurs conditions qui font qu'on n'est pas certain d'avoir un Tish Benoot à 100% de son potentiel sur Liège-Bastogne-Liège. Pour la suite des favoris, c'est des coureurs qui sont cotés au moins à 50, puisqu'à 50, on a Richard Carapace. Ensuite, on passe directement à 60, mais j'ai quand même envie de parler de certains coureurs, donc je vais poursuivre un peu dans les cotes qui montent très haut. Donc coté à 60, c'est déjà une cote très très élevée pour dire, d'après les bookmakers, ce coureur-là, on n'y croit pas trop. Et moi, pourtant, j'y crois. Le premier qui est coté à 60, c'est Alexander Vlasov. Donc Alexander Vlasov qui sera le leader de la Bora Hansgrohe. Bora Hansgrohe qui est orpheline de Primoz Roglic, qui sera pas remis de ses blessures pour Liège. Moi, j'aime beaucoup l'équipe de la Bora. Sur le papier, ils ont beaucoup de coureurs qui sont forts, qui peuvent avoir un impact sur la course. On a Bob Jungels tout d'abord. Bob Jungels, quand même, c'est un ancien vainqueur de Liège. On sait plus exactement le coureur qu'il était chez la Deceuninck Quick Step à l'époque. Enfin, je crois que quand il gagnait, ça s'appelait même encore probablement la Quick Step Floors, un truc comme ça. Bob Jungels, on l'a vu travailler sur l'Amstel, on l'a vu abandonner sur la Flèche. Mais c'est une course qui lui convient normalement à Bob Jungels.
Je pense que ça sera notamment un équipier. Je le vois pas trop être leader, mais gros équipier. Ensuite, on a Roger Adria. Faut pas passer sous silence parce que il s'est montré assez fort sur l'Amstel et sur la Flèche. Il a 26 ans, l'Espagnol. Il a fait qu'une seule fois Liège, donc ça sera un peu trop juste, mais ça sera un bon équipier. Après, on arrive aussi à Jane Lay. Donc Jane Lay, qui est en train de se préparer tranquillement pour le Tour de France, qui va faire le Tour de Romandie juste après Liège, qui a pas couru depuis le Tour du Pays Basque où il était un peu décevant. Mais sur le papier, c'est un coureur qui est intéressant pour Liège. Parce que c'est un très bon grimpeur. Probablement quand il est très en forme, un des top 5 grimpeurs du moment, mais donc ça peut être sur le papier une course qui lui correspond. Après, c'est vrai que son état de forme pose question. Son placement de la course dans la saison où il vise le Tour de France, c'est pas forcément très optimal puisqu'il va faire le Tour de Romandie juste après. Je sais pas trop. J'ai un peu du mal avec Jane Day cette saison. Je pense qu'on le verra fort sur le Tour de France, mais sur les courses avant, c'est un peu difficile à estimer. En revanche, il y en a un, je suis à peu près sûr qu'il sera fort, c'est Alexander Vlasov. Alexander Vlasov qu'on a vu très vite lâcher sur la Flèche Wallonne. Bon, après, c'est conditions particulières obligent. Au même rang donc que des Escalmoseux, Pidcock, etc. Donc c'est un gars qui peut quand même performer. Il était assez fort sur le Tour de la Catalogne. Sur Paris-Nice, on se souvient qu'il était fort, il avait gagné une étape. Et puis, surtout, Vlasov, il était pas mauvais en 2022, je crois. Je crois que c'était en 2022, on l'a vu assez fort sur la Liège-Bastogne-Liège. Moi, en fait, je le vois comme un candidat très sérieux au top 10, voire mieux. Donc peut-être que je me trompe, parce que quand même, les bookmakers le cotent à 60. Et à 60, on a aussi un gars comme Jean Almeida, en qui je ne crois pas du tout. Mais moi, je pense que Alexander Vlasov et sa très belle équipe vont faire un top 10. Et ça sera lui le leader. Donc c'est pour ça que côté 60, je trouve que c'est un peu élevé de la part des bookmakers. Donc 60, on a aussi Jean Almeida, j'en ai parlé. Et puis on a quelques Français. Romain Bardet qui est coté à 60. Ça, je trouve c'est un petit peu plus logique. Donc Romain Bardet qui vient de finir le Tour des Alpes où il était dans les meilleurs, mais pas le meilleur. Probablement le deuxième ou troisième plus fort quand même en montagne, mais moins fort qu'un Juan Pedro Lopez par exemple. Une chose est sûre pour Romain Bardet, ce sera le leader de son équipe. Je pense pas que des Hamilton ou Vermerck soient vraiment les leaders, donc ce sera lui le leader. C'est une course qu'il affectionne. Il est dans sa préparation pour le Giro, Romain Bardet. Il a déjà fait 3 top 10 sur Liège. Il a déjà fait troisième en 2018. Bon, c'était un peu une autre époque. L'an dernier, il fait 15e, et ben moi, je pense que cette année, il va faire à peu près pareil, Romain. Il est en train de monter en puissance pour le Giro, voilà. Et je pense qu'il peut nous faire un top 15. Côté A60, on a aussi Romain Grégoire. Et donc là, on va enfin pouvoir se pencher sur la Groupama FDJ, qui n'avait pas encore été citée. Donc Romain Grégoire, qui est annoncé d'après les bookmakers comme le leader de cette Groupama FDJ sur la Liège-Bastogne-Liège. Moi, je verrais bien aussi quand même David Gaudu. Il y a Valentin Madouas qui est aligné aussi, Quentin Paché, Clément Rousseau, donc ça avait beaucoup de bons équipiers. Madouas, ouais, sa saison n'en finit plus. C'est un profil qui lui convient quand même un peu moins que les Flandriennes. On a vu qu'il était un peu court sur les pourcentages très forts sur la Flèche Wallonne. Je pense qu'il faudrait plutôt le jouer comme équipier, mais Valentin Madouas, il a fait cinquième l'an dernier, donc c'est un coureur très endurant. Les 260 bornes, ça lui fait pas peur. Le dénivelé positif, ça lui fait pas peur. J'ai peur qu'il soit un peu en fin de cycle, parce que là, il a quand même été en forme depuis 2-3 à peu près. Et après, il fait une grosse coupure avant le Tour de France. Je sais pas trop. J'espère le voir briller, évidemment. Mais sur la Flèche Wallonne, c'est vrai qu'il m'a fait très forte impression à 2 tours de l'arrivée, mais sur le final, on a vu qu'il était un peu impuissant. Après, le fait que ça soit un parcours plus long, qu'il finisse pas au sommet, pardon, ça l'avantage un peu. Donc, difficile de se prononcer sur Romain Grégoire. Ensuite, on a David Godu. David Godu qui a abandonné sur la Flèche Wallonne. Bon, il y avait les conditions météo qui excusent un peu la chose. Et David Godu, il a déjà fait troisième de Liège-Bastogne-Liège en 2021. Donc, c'était il y a un peu longtemps. Mais je pense que là, il est en train de remonter en forme, David Godu. Et ça m'étonnerait pas de le voir faire un top 10, carrément. Après, il va enchaîner sur le Tour de Romandie. Donc là, il est sur un petit pic de forme. Et puis, il fera une coupure avant le Tour de France. Je pense que David Godu peut compter sur cette course-là. Peut-être aller chercher un top 10 ou un top 15, comme Valentin Madouas, en fait. Et puis, le petit dernier, c'est Romain Grégoire. Donc, Romain Grégoire, on se souvient, il avait gagné
Liège-Bastogne-Liège chez les Espoirs. Il fait septième de la Flèche Wallonne, alors que c'est un profil qui lui correspondait pas trop. Douzième de l'Amstel en étant dans le groupe des attentistes. Il y a clairement moyen d'aller chercher un bon résultat sur Liège-Bastogne-Liège. Il y a jamais couru pardon, en tant que pro avec les meilleurs. C'est probablement celui qui a le meilleur profil quand même parmi les trois qu'on vient de citer pour cette course-là. Je pense que donc on a un gros pool de leaders là sur la Groupama avec beaucoup d'équipiers très forts. Quentin Paché, Rémi Rocha qu'on a vu très fort sur la Flèche Wallonne. Donc moi je trouve qu'on a un très beau collectif pour la Groupama. C'est peut-être mon côté chauvin qui ressort. Mais donc Robin Grégoire côté à 60, David Godu côté à 100 et Valentin Madouas à 125. Je trouve que les bookmakers n'ont pas été très généreux avec la Groupama. Et ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait un Groupama dans le top 10 à l'arrivée. Et je pense aussi qu'ils vont être capables de prendre leurs responsabilités à un certain moment. Donc je suis optimiste pour nos Français et je le vois bien faire un top 10. Et après, côté à 75, on a Egan Bernal dont on a déjà parlé. Benoît Cosnefroy, qui est coté seulement à 75, Benoît. Alors Benoît, moi j'ai eu peur de son état à la sortie de la Flèche Wallonne. Il avait l'air totalement exténué, transit froid, bref, terrible. J'espère qu'il s'est remis assez vite, Benoît. Il a une belle équipe autour de lui, hein. Il a Félix Gall qui est pas encore en très bonne forme. On l'a vu pas capable d'être le meilleur sur le Tour du Jura et le Tour de Besançon, mais c'est quand même un coureur qui compte, qui a un bon profil. Il est en fin de cycle là. Il a jamais participé en fin de cycle de forme, je veux dire. Il a jamais participé à Liège-Bastogne-Liège, mais c'est un profil sur lequel il peut briller, Félix Gall, qui est très bon grimpeur. Et après, on a vraiment beaucoup de coureurs assez forts autour de Benoît Cosnefroy. Nicolas Prodhomme qu'on a vu à son avantage sur la flèche. Clément Berthet très fort aussi. Bruno Armirail roule toujours, qu'on a vu échapper à un temps avec Remco Evenepoel, c'était en 2022, je crois. Paul Lapera, Aurélien Paré-Peintre. Enfin, tout ça, moi, c'est des coureurs que j'adore. Paul Lapera, on l'a vu cinquième, donc qui est très fort sur l'Amstel. La flèche, c'était un profil qui lui convenait un peu moins, il a abandonné. Probablement conditions climatiques aussi. Euh, c'est son deuxième Liège-Bastogne-Liège, donc on verra son résultat. Aurélien Paré-Peintre, qui vient de gagner aujourd'hui sur le Tour des Alpes, la dernière étape. Super Aurélien Paré-Peintre. C'est un profil qui peut lui convenir aussi. Il a fait 18e l'an dernier. Je pense qu'il a aussi le profil pour un top 20, même si ça serait bien qu'on allie un peu ses forces autour de Benoît Cosnefroy. Donc Cosnefroy, il a fait 4e de la Flèche Wallonne. Sur l'Amstel, il fait 16e où il était, comment dire, attentiste, je pense, et puis il y avait Paul Lapéra devant, donc ça l'empêchait un peu d'attaquer. Flèche Brabançonne, c'était le plus fort, il a gagné. Sur la Flèche Wallonne, il y a eu une interview à la fin où il disait que il se sentait bien un peu avant, mais que dans le dernier mur, les jambes répondaient plus, il était trop transit froid. Il a réussi à être très bien placé, mais il pouvait pas suivre les attaques. Moi, je pense que Benoît Cosnefroy, il va être très en forme sur ce Liège-Bastogne-Liège. Le seul hic, c'est qu'il y a jamais performé, alors que pourtant, c'est une course qui lui convient très bien sur le papier. Je trouve quand même que les bookmakers sont un peu durs de le mettre à 75 en termes de cote. Moi, je le vois bien faire un top 10, encore une fois, Benoît Cosnefroy. Il a une super équipe que je vous ai déjà présentée. Donc ça fait rêver. On va s'arrêter là au niveau des cotes, et puis on va regarder rapidement les autres équipes dont on n'a pas discuté, qui auront peut-être un rôle à jouer quand même si on a parlé de pas mal de monde. Moi, j'ai envie de parler de la Cofidis, parce qu'il y aura Guillaume Martin qui sera là, Yannis Aguirre, c'est des coureurs qui ont déjà performé. Yannis Aguirre, abandon sur l'Amstel, abandon sur la Flèche, donc ça fait un peu mal. Pourtant, il fait 16e l'an dernier sur Liège-Bastogne-Liège. Il a déjà fait 5e en 2017, donc c'est un profil qui lui convient bien. Bon, il vieillit peut-être un petit peu, Yannis Aguirre quand même, hein, il a 35 ans. En revanche, Guillaume Martin, il monte en puissance. On l'a vu sur le Tour du Doubs, sur le Tour du Jura, sur la classique de Besançon, il est en train de monter en forme. Sur la Flèche Wallonne, il a l'air fort, et pourtant, c'est vraiment pas un effort qui lui convient, et il a fait 10e. Et puis Guillaume Martin, c'est 6e l'an dernier quand même. Rien que ça. Alors que l'an dernier, c'était pas sa meilleure saison. Mais vu que c'est une course très longue, très dure, et que lui, c'est un coureur endurant, ça lui convient bien. Donc moi, Guillaume Martin, je l'écarterai pas des débats pour un top 10 non plus, contrairement aux bookmakers. Puisque si je descends un peu pour aller chercher sa cote, ben je la trouve pas, tout simplement. Il est coté à 250. 250 pour un mec qui fait 6e l'an dernier. Winamax, tout va bien là? Vous êtes sûr? Surtout qu'il monte en forme, quoi, Guillaume Martin, donc
Je vous dis pas de miser sur lui, il va pas gagner la course, mais moi, ça m'étonnerait pas de le voir dans le top 10 au final. Guillaume Martin. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir là-dessus. On n'a pas parlé non plus de la Intermarché Venti. C'est pas vraiment leur meilleur moment. Il y a Lilian Kelmejan qu'on pourra peut-être voir dans l'échappée, Lorenzo Rota, mais ils sont pas tous en très grande forme, les coureurs de la Intermarché, contrairement aux années précédentes. Sur la Movistar, en revanche, c'est assez intéressant. On a Alexa Ramburo qui est là, David Formolo, quand même. C'est pas n'importe qui. Oyer Lascano. Alexa Ramburo, il a abandonné sur la Flèche Wallonne. Il était très loin sur l'Amstel, donc c'est peut-être pas une référence. Mais il a fait 21e en 2021. Si c'est un, en fait, il va assez vite au sprint, donc s'il est dans un groupe débattu, le deuxième ou le troisième groupe débattu, il peut régler ce groupe-là et faire un bon classement. Formolo qu'on a vu assez longtemps sur la Flèche Wallonne, mais qui a pas bien fini. En même temps, l'Amstel et Liège-Bastogne-Liège, c'est des profils pardon, qui lui conviennent un peu mieux que la Flèche Wallonne. Formolo qui a déjà fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège, ça c'est fou. En 2019, il a fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège, David Formolo. Je sais pas si vous réalisez. Donc c'était derrière Fuglsang, devant des mecs comme Sharman, Yates, Woods, Godu, Lambda, Nibali, Jones, Pouls, Wellens. C'était une autre époque évidemment, mais moi David Formolo, je l'écarterais pas des débats pour un top 15, voire mieux. Et puis Oyer Lascano, qu'on a vu un peu en dedans dans cette fin de saison des classiques. Il était très fort sur le week-end d'ouverture, mais un peu moins depuis. Je pense que c'est quand même un profil un peu trop dur pour lui, Oyer Lascano. Peut-être un plaisir de le revoir sur un autre parcours. Alors là, par contre, il y a aussi une équipe dont on n'a pas parlé, parce qu'ils n'ont pas de leader tout simplement assez fort, c'est la Soudal Quick-Step. Le leader, ça sera très probablement Maury Van Sevenant. Je pense que des Vervac, le cerf seront trop courts, donc ce sera a priori Van Sevenant le leader, qui fait quatrième de l'Amstel, donc il est fort. Schwallow, c'est un abandon qu'on peut lui pardonner pour les conditions météo. Peut-être un top 20, mais j'ai un peu du mal à le voir faire mieux que ça. Chez la Soudal, on a aussi un gars comme Fausto Masnada, qui est sur le papier un coureur à qui ça pourrait correspondre, mais cette saison, il est totalement transparent, le coureur, donc ça sera un peu compliqué de l'imaginer voir performer là-dessus. La Jayco, ils sont pas trop mauvais non plus. On a Simon Yates dans la liste de départ, quand même. Michael Matthews, Mauro Schmidt, Philippe Ozana. Tout ça, c'est des coureurs qui ont un profil qui est pas trop mauvais normalement, mais Yates, Simon, depuis le Tour d'Arabie Saoudite, là, au mois de janvier, on l'a plus vu. Il a plus rien fait. Et il a jamais performé sur Liège, donc ça sera un peu surprenant de le voir bien performer cette année. Matthews, 10e de l'Amstel, abandon sur la Flèche. Il a déjà fait quatrième de Liège-Bastogne-Liège en 2017. Coureur très résistant, on le sait. Là, je pense qu'on est quand même sur une fin de cycle, parce que je vous disais, il est en forme depuis Milan-San Remo. C'est ce que je vous disais sur les courses précédentes. J'ai peur qu'ils soient un peu en bout de course, Michael Matthews, mais c'est clairement un profil qui lui convient sur le papier. Peut-être un peu trop dur quand même, mais coureur très résistant à ne pas sous-estimer. Puis on avait des gars comme Mauro Schmidt, Filippo Zana qui on a vu pas trop mal sur la dernière étape du Tour des Alpes, qui est en train de monter en forme pour le Giro, donc ça sera encore une course de préparation pour lui. Donc la Jayco plutôt articulée autour de Matthews, on va dire, pour un top 20. Puis après, on va parler rapidement de la Total Energy. La Total Energy qui sera autour de Mathieu Burgodeau, Jordan Jegat, probablement plutôt Jordan Jegat le leader. Jordan Jegat qui a fait 14e de la Flèche Wallonne, donc c'était une prestation intéressante de sa part. Il n'a jamais fait Liège, donc ce sera pour une belle découverte. Jordan Jegat qui était quand même, on rappelle, les années précédentes dans le team CICU Nantes-Atlantique, donc ça fait plaisir de voir un coureur comme ça monter en puissance et puis pouvoir découvrir des courses comme Liège-Bastogne-Liège. Et enfin, la Uno X, j'en parle rapidement parce que il y a eu un tweet de Thomas De Gendt en disant je sais pas ce que les mecs de la Uno X ont mangé ce matin en parlant de la Flèche Wallonne, mais ils sont tous super forts parce qu'ils étaient en nombre. Très impressionnant sur la Flèche Wallonne, la Uno X. Moi, ma théorie, c'est que c'est des Norvégiens d'éther qui ont pas peur de la pluie, mais ils étaient tous très forts. Le leader, ce sera probablement Tobias Johansen, qui a fait sixième de la Flèche Wallonne. On l'attendait un peu mieux parce qu'il y a eu un gros boulot de ses équipiers, mais il a fait sixième, donc il montre qu'il est en train de revenir un peu. Il s'était fait une blessure, donc pourquoi pas pour un top 20. Et on a fait le tour des équipes.
Là, je suis en train de voir que ça fait 50 minutes que je m'enregistre. Je suis désolé, je voulais faire quelque chose de plus court. Et en fait, surtout, on aura un scénario très simple, hein. Tout simplement, ce sera Pogacar contre tout le monde et peut-être Van Der Poel en tant qu'arbitre. Mais le scénario de course sera très simple. Mais en fait, c'est juste que derrière ces deux coureurs, et encore Van Der Poel, on n'est pas sûr qu'il sera performant sur cette course-là. On a un pool de coureurs tellement homogène que j'ai voulu parler d'un peu tout le monde, puisque tout le monde est à peu près au même niveau. Et donc, on aura, à n'en pas douter, une course qui sera prise en main par la UAE. Pogacar qui va attaquer un moment, personne pourra le suivre. Surtout s'il attaque assez tôt, personne n'aura attaqué avant. Donc il partira tout seul et pas grand monde pourra le suivre. Alors, ce sera intéressant de regarder à quel moment Pogacar va attaquer. On sait qu'il attaque toujours plus tôt, mais je pense que de sa part, ça serait pas bête d'attendre quand même la redoute pour attaquer. Mais en même temps, s'il attend la redoute, il s'expose quand même à une attaque précoce de Mathieu Van Der Poel, par exemple, ou de certains outsiders. Je pense qu'il y aura une course quand même assez attentiste, de pas mal de gens qui vont dire, on sait pas trop ce qu'on attend de Mathieu Van Der Poel. On sait que Pogacar va attaquer très tôt à un moment, mais peut-être même qu'on fait sa course sans penser à Pogacar en se disant il est trop au-dessus, donc on va jouer pour la deuxième place. En fait, je sais pas trop si Van Der Poel a intérêt, pardon, à attaquer avant la redoute, par exemple, ou alors s'il faut juste qu'il espère tenir la route de Pogacar dans la redoute, et après, en lui suçant la roue, il pourra le battre au sprint. C'est quand même un coureur qui a du panache et de l'orgueil, Van Der Poel. C'est vraiment un scénario de course qui est assez indécis. En fait, on sait que Pogacar est le plus fort, on sait que Van Der Poel a un niveau intermédiaire et on sait qu'il y a plein d'outsiders après, mais c'est difficile de connaître le scénario de course à l'avance. Moi, je suis assez curieux de voir comment ça va se dérouler. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, mais je pense que Pogacar a quand même intérêt à attaquer dans la redoute. C'est pas impossible qu'il décide de le faire plus tôt. Il a quand même une grosse équipe pour contrôler. Ça va être intéressant de voir le scénario de course. Je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense quand même parce que Pogacar est l'énorme favori. Le point d'intérêt, ça sera de connaître la position de Van Der Poel, son état de forme tout d'abord par rapport à l'Amstel et quelle sera la stratégie qu'il va adopter puisque pour une fois, c'est pas lui le grand favori et c'est un profil qui lui convient pas trop. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on suivra avec attention dans cette course-ci, en espérant qu'elle soit passionnante. Et puis côté français, on a quand même une petite carte à jouer avec deux grosses équipes vraiment, je trouve côté français, qui ont pas à rougir. Clairement, je pense que c'est les équipes les plus fortes après la UAE et la Alpecin, à peu près au même rang qu'une équipe IF par exemple ou qu'une Lidl Trek. Donc la Décathlon d'un côté autour de Benoît Cosnefroy, avec des belles cartes, avec Paul Lapéra, je pense, Clément Berthet, Aurélien Paré-Peintre, ça c'est intéressant de voir comment Félix Gall va se comporter. Et la Groupama, avec le trio de leaders pour un top 5, je dirais, Romain Grégoire, David Gaudu, Valentin Madouas. Moi j'écarte vraiment pas des débats côté français Guillaume Martin. C'est un coureur très endurant qui monte en forme. Je serais vraiment pas étonné de le voir dans le top 10, voire mieux. Est-ce que Kevin Vauquelin pourra confirmer sa performance de la Flèche Wallonne? Côté français, c'est vraiment une course très intéressante. Est-ce que Romain Bardet va faire un top 10? Et puis sinon, dans les coureurs de seconde zone, donc derrière Van Der Poel, il y aura quand même pas mal de coureurs à un niveau homogène, donc les Français dont j'ai en parlé un petit peu. Puis là, Israël avec Jones et Williams, Van Gils qui semble très fort, Pidcock, peut-être Benoît, ça dépendra de son contexte familial notamment. Skelmose, s'il a récupéré pardon, de sa flèche wallonne où il était transit froid. Et puis l'AIF autour de Ben Illy et Rupert Carapace. Bref, beaucoup de choses très intéressantes. Je vais couper mon micro là parce que je parle trop longtemps. Je vous souhaite à tous une super course et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Podcyclette. Salut!